Il est 12h30 au Québec, il est 18h30 en Europe et c'est l'heure du rendez-vous avec Pierre Lessard. Évidemment, si vous êtes au rendez-vous pour Unis pour l'humanité, vous pouvez rester, continuer avec nous. Le rendez-vous avec Pierre Lessard, c'est un rendez-vous dans lequel chacun peut, s'il le veut, s'il le souhaite, exprimer ses questions relativement à son parcours, quelquefois des choses qui ne saisissent pas totalement, des écueils, des difficultés, des souffrances ou bien des incompréhensions. On peut poser des questions se concernant. Évidemment, mes réponses sont articulées de telle façon que ça n'aide pas qu'une seule personne, mais comme on est tous unis, on peut adapter ça à nous aussi. Je vous invite à ne pas poser de questions sur des thèmes théoriques, ou qu'est-ce que c'est ça, ou c'est à l'extérieur. On parle vraiment de vous. Je suis là pour éveiller ou ouvrir des pistes d'aide ou de solutions pour vous tous. Alors, je vous invite à poser vos questions dans le chat en commençant par 3 points d'interrogation et en terminant par 3 points d'interrogation, puis pour que je puisse distinguer vos questions des différents commentaires, des bonjours j'arrive ou des bonjours je m'en vais. Je dis merci à toutes les personnes qui étaient présentes à Unis pour l'humanité et qui vont continuer leurs activités de la journée. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis tellement heureux que l'on s'unisse de partout dans notre monde francophone. Un jour viendra où je vais inviter aussi les gens anglophones, puisque on pourra s'unir au-delà des langues et des cultures, évidemment. Alors, vous pouvez commencer à vous poser vos questions aussi. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que la rediffusion de Rendez-vous avec Pierre Lessard, comme la rediffusion de Unis pour l'humanité, sera déposée dans le site symphonie.life durant les jours de cette semaine. D'ici là, vous avez toutes les autres rencontres depuis janvier qui sont présentes sur le site. Donc, soyez patients si vous voulez revoir celle de cette semaine. Elle va vous arriver dans le courant de cette semaine. N'oubliez pas que on a eu beaucoup de créations ce week-end, beaucoup de vidéos. Il y en a encore cette semaine, donc beaucoup de travail. Et puis, en plus, il y a beaucoup de turbulences dans l'air, beaucoup d'orages, des tornades, ce qui fait que les liens sont difficiles. Il y a des coupures énormes au niveau de l'Internet. Alors, on commence avec les questions. Louise nous dit, bonjour, comment faire pour accompagner quelqu'un qui vit beaucoup de colère sans se faire engloutir par celle-ci? D'abord, ce qui est important, cette question-là est très importante, Louise. Votre question ne le dit pas, mais on comprend que la colère de cette personne n'est pas dirigée vers vous, de la façon dont vous avez articulé. Alors, si la colère est dirigée vers vous, il est très important peut-être de demander à la personne de prendre le temps d'expliquer ce qu'elle vit, comment elle se sent. Ça, c'est très important de demander à la personne de s'exprimer. Mais si ce n'est pas vers vous, donc c'est souvent plus simple, vous êtes plus en retrait du centre de sa colère, vous pouvez lui demander, non pas d'expliquer pourquoi elle est en colère, mais comment elle se sent. La sensation de sa colère lui permet de exprimer la colère. Ce qui est important lorsqu'il y a une émotion vive comme ça, c'est de pouvoir la laisser émerger sans que ça frappe qui que ce soit. Donc, sans que ça frappe quelqu'un, sans que, par exemple, la personne qui est en colère, vous avez peut-être déjà vécu cette expérience. Un individu est très, très en colère à cause d'une situation qui s'est passée au bureau. Et puis, le midi, vous rencontrez la personne, elle est en colère. Et le soir, la personne arrive à la maison, elle est encore en colère. Et son enfant renverse un verre d'eau par terre. Et c'est l'enfant qui écope de la colère de la personne parce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'exprimer sa colère. Donc, combien de fois les enfants ont écopé de cette colère sans être impliqués dans tout cela? Ce qui fait que très souvent, les enfants ont l'impression d'être la source ou la cause de la colère. Ça, c'est très important. Et après ça, les adultes s'en veulent, se disent, mais ma foi, ma petite fille, mon petit garçon que j'ai traité comme ça ne fait pas sens. Mais on peut comprendre sans juger, on peut comprendre. Donc, c'est important d'exprimer sa colère. On n'a pas besoin de l'exprimer violemment,
Mais c'est intéressant avec quelqu'un de lui dire: «Parle parle-moi, parle de comment tu te sens». Alors si la personne répond: «Ben, il a fait ça, il a dit ça, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça». Vous pouvez dire: «Oui, je comprends ce que tu me dis, mais parle-moi de comment tu te sens. Qu'est-ce qui est blessé? Je me sens blessé dans mon orgueil, je sens que, j'avais une image de cette personne-là qui ne tient plus la route». Tiens, et là, vous entendez que dans le fond, elle avait des attentes. Ou bien vous dites: «Je ne me sens pas respecté» ou «Je me sens blessé parce que moi aussi je fais partie des personnes qui sont visées par son propos». Donc vous vous sentez amoindri, abaissé, pas à la hauteur. Donc ça, c'est intéressant. Vous aidez la personne à aller un peu plus profondément à chaque étape de son expression pour qu'elle puisse vraiment être au «je». Et au départ, c'est: «Je me sens en colère». OK, d'accord. Et ta colère, ça se manifeste comment? Qu'est-ce que tu sens? Je sens de l'injustice, mais encore, je sens que, heu, j'ai une sensation, une impression que je suis pas à la hauteur face à ce qui s'est passé. Vous voyez? Vous me demandez comment l'accompagner, alors vous l'accompagnez pour que la personne s'exprime. Et cette façon-là va faire en sorte que vous, vous n'allez pas supporter sa colère, évidemment. Maintenant, il y a quelques fois, quand on fait ça, il y a une personne qui vraiment des décharges de colère. Alors, ce qui est important, d'abord, c'est de vous assurer que vous êtes en équilibre, que vous êtes la bonne personne pour l'accompagner. On n'est pas toujours la bonne personne. Par exemple, si cette personne, c'est votre conjoint, votre conjointe ou votre sœur, peut-être êtes-vous pas la bonne personne, peut-être êtes-vous trop émotive, trop impliquée. Alors, si vous sentez que vous êtes directement ou indirectement impliqué dans ce colère, peut-être qu'une autre personne sera mieux placée pour l'accompagner. Maintenant, il est important aussi que votre champ d'énergie soit intensifié et amplifié. Et dans ce sens, vous trouverez sur le site de Symphonie le processus d'équilibre énergétique qui vous est offert. Et dans ce processus d'équilibre énergétique, il y a une partie qui s'appelle la fusion des trois corps, suivie d'une partie qui s'appelle le triangle de force. Et ces deux parties permettent d'amplifier le champ d'énergie, le champ magnétique, et donc ainsi d'être beaucoup plus fort vibratoirement, énergétiquement, et de ne pas être envahi par les décharges des autres personnes. Voilà ce que je peux vous suggérer. Ça vous va, Louise? Continuons. Je cherche les points d'interrogation. Alors, il y a une longue question de Patrick. Ma femme, excusez-moi, quel lapsus. J'ai bien vu maman, c'est bizarre. C'est comme si c'était écrit maman. C'est bizarre, Patrick. Ma femme a un début d'Alzheimer. Je suis désolé. Avec ma tête, je me dis que c'est peut-être le choix de son âme. Mais quand je me trouve face à elle sans plus pouvoir communiquer, cela déclenche en moi une souffrance intolérable et une grande colère. Ma tête et mon cœur se retrouvent à des années-lumière l'un de l'autre. Cela me rend malade. Ce qui m'affecte dans cette maladie est le dérèglement cérébral, la perte de contact, d'échange, de communication et la déchéance progressive de la personne. C'est encore plus insupportable quand il s'agit de l'être aimé. Que faire pour me libérer, guérir ou au moins alléger ce profond tsunami émotionnel qui me ronge intérieurement? Existe-t-il des soins pour les personnes souffrant de ce genre de dérèglement? Eh bien, Patrick, merci de votre ouverture et du partage que vous nous faites. C'est très touchant, évidemment. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Eh bien, le plus grand des soins, c'est votre présence. Et je vous dirais, n'hésitez jamais à toucher votre femme. Toucher, vous pouvez lui prendre la main, lui toucher l'épaule, parce que même si au niveau cérébral, elle donne l'impression qu'elle ne vous reconnaît pas, elle n'a pas de signaux de reconnaissance, intérieurement, elle reconnaît vos vibrations. Son âme, son esprit, tout son être reconnaît vos vibrations. Le fait d'être là, de lui tenir la main, de lui mettre la main, par exemple, dans le dos, sur une épaule, de lui parler, même si elle ne semble pas comprendre, vous êtes en communication. Sachez que vous êtes en communication et que ça lui fait le plus grand bien. Et
Un étranger peut faire ça. Ça si l'étranger est à une haute fréquence, avec une intensité amoureuse, et on n'a pas de réponse, on n'a pas de résultat qui nous est montré. Et ça nous ramène à être et exprimer par amour, pour l'offrande, pour projeter sa vibration. Il se peut que vous n'ayez pas de réponse de votre épouse, il se peut que vous n'ayez pas de signaux. Toutefois, j'ai vu des signaux, quelquefois, qui sont extraordinaires. Par exemple, une personne qui est Alzheimer, qui n'avait plus aucun contact avec qui que ce soit, qui n'avait plus aucune reconnaissance de personne, au moment où on la touche, elle fait un sourire. Ben, c'est un signal extraordinaire. J'ai vu aussi quelqu'un qui était complètement paralysé depuis 20 ans. Et dans un soin où j'ai proposé à son frère de le toucher. C'est un soin énergétique, souvent on ne touche pas, on peut toucher, mais de le toucher avec beaucoup d'amour. Eh bien, pour la première fois en 20 ans, ses pieds, ses orteils ont bougé. Alors, ce sont des résultats partiels, évidemment, et on ne les attend pas, mais ça le touche quand même, et là, il y a vraiment la sensation d'une présence. Alors, ne l'attendez pas, mais sachez que à l'intérieur de vous, elle reconnaît. Or, c'est une grande souffrance pour vous. Il y a évidemment d'autres maladies, on ne les compare pas. Il y a des maladies où les gens sont dans d'immenses souffrances intolérables. Donc, ça devient intolérable pour le conjoint comme pour la conjointe, parce que l'un souffre énormément et l'autre sent qu'il est impuissant devant sa souffrance. Là, peu à peu, la personne perd le contact. C'est souvent au début de l'Alzheimer où la personne souffre le plus parce qu'elle voit qu'elle perd le contact, perd la mémoire et tout ça. Et après un certain temps, ben, elle est dans un autre univers et dans lequel elle peut reconnaître votre présence vibratoire et votre toucher. Merci Patrick. Bonjour Élise. Je suis dans le domaine de la santé. Je ne suis pas vacciné. Est-ce que se faire vacciner est contre-indiqué pour ma santé? Bon, c'est une question à laquelle j'ai répondu je ne sais pas combien de fois durant les 2 dernières années. On en a parlé sur des lignes ouvertes, on a fait des rencontres que sur ce thème-là. Et aujourd'hui, peut-être ça se pose moins parce que on n'en parle plus, sauf dans le milieu de la santé, évidemment. Alors, ma réponse à moi, c'est que ce qui importe, c'est votre fréquence, votre rythme vibratoire. Lorsque le rythme vibratoire est élevé, eh bien, généralement, vous allez pouvoir éliminer naturellement les effets négatifs d'un vaccin ou éliminer naturellement, progressivement, les effets négatifs du virus. Alors, plus vous maintenez votre rythme vibratoire élevé, ça ne signifie pas que vous n'aurez pas le virus, mais ça signifie que votre système va vous permettre de vivre ce que vous avez à vivre lorsque vous êtes à haute fréquence. Alors, donc, l'important pour moi, c'est le rythme vibratoire. Ceci étant dit, j'ai souvent parlé de vaccins parce que j'amenais des gens en voyage. D'ailleurs, les voyages vont commencer bientôt, des voyages d'éveil que je vais faire dans différents pays. Et les gens demandent, est-ce que je dois me faire vacciner pour l'hépatite ou autre chose? Et souvent, ce que je dis, c'est que si la peur d'être malade est plus grande que la peur du vaccin, peut-être que vous êtes mieux de vous faire vacciner parce que c'est la peur qui est le pire. Mais si la peur du vaccin est plus grande que la peur d'être malade, eh bien, peut-être que vaut mieux pas. Vous voyez, ici, c'est ça. Si vous avez vraiment peur, si vous avez vraiment la sensation que c'est mauvais pour votre santé, eh bien, ça risque de ne pas être si bon que ça pour votre santé. Si vous êtes convaincu que un dans l'autre, ça ne change rien parce que vous êtes maître de votre corps et tout cela, mais on peut être maître de son corps et avoir crainte. En fait, moi, je suis dans la voie du milieu, c'est-à-dire que à vous de choisir en fonction de
ce que vous ressentez. Toutefois, quel que soit votre choix, assurez-vous d'élever votre rythme vibratoire. Or, pour ce faire, j'ai fait 2 vidéos que vous retrouverez, c'est gratuit, c'est sur symphonie.life. La première vidéo vous explique tout concernant le rythme vibratoire, la fréquence. C'est assez rapide, je pense que c'est 10 ou 15 minutes, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui élève la fréquence, qu'est-ce qui la baisse, quelles sont les conséquences de baisser la fréquence. Et dans la deuxième vidéo, je guide l'élévation de fréquence. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter ces vidéos et d'élever votre fréquence chaque jour. Et lorsque vous voyez qu'une situation, une provocation, une jalousie, une envie, quelque chose qui vient de l'extérieur vers vous ou de vous vers l'extérieur, baisse votre fréquence, pardonnez-moi, eh bien, à ce moment-là, relevez votre fréquence, ça prend quelques instants. Généralement, je propose de le faire chaque matin et après, dans la journée, ça va beaucoup plus vite de retrouver son centre, comme on le fait dans Unis pour l'humanité. Ça vous va? Sylvie, une spirale de guérison perd-elle d'énergie lorsqu'elle englobe une grande région, plutôt que juste sur moi? En fait, une spirale d'énergie a besoin d'être nourrie. Alors, si vous faites une spirale d'énergie sur une grande région, par exemple sur tout votre pays ou sur toute votre ville, je vous donne un exemple. Une grande spirale d'énergie a été créée il y a très longtemps à la Grand Place de Bruxelles, qui est vraiment un endroit alchimique extraordinaire. Or, aujourd'hui, c'est devenu plus touristique et toute cette notion alchimique évolutive, faut la détecter dans les bâtisses. Or, quand on veut faire une spirale d'énergie, de guérison dans un lieu, celle de Bruxelles, c'est une spirale ascendante, donc d'éveil. Sur une grande surface, il est préférable qu'on soit plusieurs. Quand je dis plusieurs, on n'a pas besoin d'être 2000. Si on est 2000, tant mieux. Tant mieux, j'ai créé des spirales d'énergie avec 1000, 1500 personnes déjà. J'ai créé des vortex, des piliers de lumière dans le pays Qatar, par exemple, où il y avait 400 ou 500 personnes, malgré une température effrayante de froid et de grêle et tout ça. Certains s'en souviendront. Et donc, ce pilier de lumière était pour l'ensemble de la France. Alors, quand on est seul, généralement, on va faire une spirale qui est moins ample, d'un périmètre plus petit et qu'on peut plus facilement nourrir. Rappelez-vous que, quel que soit le nombre, il est important de nourrir la spirale, sinon, peu à peu, elle perd de sa force, elle s'évanouit. D'accord? Comme à Bruxelles, souvent quand on passe, on va nourrir cette spirale. Il y a des groupes qui se sont formés qui vont nourrir régulièrement la spirale ascendante de Bruxelles, par exemple. Alors, c'est intéressant, si c'est dans votre lieu de méditation, vous la nourrissez régulièrement, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, comme vous voulez, mais c'est important de vraiment nourrir cela. Louise nous dit, j'ai un partenaire de vie dépendant de moi, dépendant moi, codépendante, mais je ne veux plus l'être. Donc, je lui demande de me téléphoner pour régler la situation. Il ne le fait pas. Alors, j'ai un peu de difficulté. Là. Vous avez un partenaire de vie, mais vous ne vivez pas ensemble. Vous êtes codépendants, donc vous êtes tous les deux dépendants l'un de l'autre. Alors, si ce que je comprends là, c'est qu'il y a une situation qui a un malaise, puis il y en a un qui ne communique pas. Alors, quand il y en a un qui ne communique pas comme ça, verbalement, ça peut être intéressant vraiment d'écrire. Écrivez au je plutôt qu'au nous, évidemment plutôt qu'au tu. Écrivez parce que quand il y a des paroles qui sont dites, d'abord les paroles sont interprétées. Elles sont captées quelquefois en partie parce que quand vous parlez avec une personne, puis qu'il y a déjà, vous savez, un peu de friture, il y a déjà comme, c'est pas totalement harmonieux, mais la personne capte une partie de vos paroles et pas toutes, parce qu'elle est aussi en train de penser
qu'est-ce que ça lui fait, ce que vous venez de dire, mais qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Donc, il y a quelquefois, il n'y a pas une compréhension totale. J'ai vu souvent des personnes qui se parlent, dont une dit quelque chose qui est très agréable pour l'autre, mais la personne l'entend absolument dans l'inverse. De rééquilibrer une situation, de favoriser une relation qui vous convient, vous, de vous sentir bien dans une relation. Donc, vous prenez le temps de choisir les mots qui vous représentent. Vous parlez au je. Vous pouvez parler de comment vous vous sentez dans la relation sans que ce que vous sentez soit implicitement ou directement compris comme étant la faute de l'autre. L'idée, c'est de ne pas mettre la faute sur l'autre pour dire que dans la relation qu'on vit, je suis, par exemple, dépendante, je me sens dépendante et je n'ai plus envie de vivre ça. Je souhaite que l'on mette ensemble les choses en place, que l'on change des choses pour que je me sente bien, pour que je me sente à la fois autonome et à la fois en relation. Donc, l'idée, c'est que vous parlez de comment vous vous sentez, vous parlez de tous les effets sur vous, et vous parlez de propositions, comment vous pourriez construire ensemble. Ce qui fait que l'autre peut lire et relire la lettre. Donc, si au début il la lit vite, puis il est un peu bousculé, il pourra la relire et mieux comprendre. Alors, très souvent, je vais même proposer qu'il y a une lettre de chaque côté qui est faite à l'autre, avec peut-être aussi, une fois que vous avez parlé de ce que vous ressentez, comment vous pensez, comment vous souhaitez vivre selon vous. Et là, vous échangez vos lettres, c'est-à-dire que lui fait la même chose, il écrit ce qu'il vit, ce qu'il sent et tout ça. Et puis, soit dans la même lettre ou dans un autre chapitre ou dans une autre lettre, vous écrivez comment vous pensez que ça pourrait être intéressant pour vous, pour les deux évidemment, mais pour vous aussi. Et Et là, après ça, vous vous rencontrez. Vous avez chacun lu les deux lettres de l'autre. Vous savez que c'est constructif, c'est créateur. Il n'y a pas d'accusation. Il n'y a pas de projection négative sur l'autre. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Donc, comme il n'y a pas de projection négative, la personne ne se sent pas visée, ne se sent pas accusée et peut être plus ouverte. Évidemment, il y a des gens que n'aiment pas communiquer. Euh, il y a encore, on est dans un monde de communication, évidemment. En même temps, on est dans un monde de communication très brève. Vous savez, il y a les communications très souvent sur les réseaux sociaux, sur les SMS, les textos, les emails. C'est abrégé, c'est bref et je vous suggère d'éviter ça parce que on n'a pas le ton et ça me fait penser que dans votre lettre, vous pouvez aussi transmettre le ton. Vous pouvez même faire un enregistrement. Préparer votre lettre et la lire, l'enregistrer. Maintenant, c'est facile aussi avec les différentes applications. La personne entend le ton, le rythme. Parce qu'une lettre, c'est vrai qu'on peut lui donner le ton qui nous correspond. Si vous êtes fâché, puis vous dites, bon, il serait temps qu'on se rencontre. Et l'autre, elle a écrit, bon, il serait temps qu'on se voit, qu'on se rencontre. Voyez-vous, vous n'avez pas ce ton-là. Donc, ça peut être intéressant que votre lettre, vous la lisiez, qu'elle soit enregistrée pour l'autre. Alors, il y a aussi toutes vos vibrations qui passent dans la voix. On est dans un monde de communication, mais on est dans un monde de communication assurée. Vous allez dire shrinké, excusez l'anglicisme. Assurée, communication brève, les mots sont coupés et il n'y a souvent pas de tonalité, donc ça, c'est difficile. Et il y a encore des gens qui ont de la difficulté à exprimer leurs émotions et à s'exprimer. C'est important de voir où vous voulez aller, vous, avec cette personne. Et si vous l'appréciez, vous l'aimez, vous ne voulez pas être dépendante, mais vous voulez construire quelque chose, ben prenez le temps. Prenez le temps de bien le faire. Voilà ma suggestion. Alors, il y a une question de Isa, mais je ne la vois pas. Isa, Pierre, merci, mais je ne vois pas la question d'Isa. Estelle.
J'ai commencé le processus d'équilibre énergétique depuis 15 jours. Se peut-il que ça provoque des malaises physiques, surtout le matin à mon éveil? Le processus d'équilibre énergétique ne provoque pas de malaise physique directement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contre-indication. Évidemment, si, par exemple, quand je dis, quand on fait les ancrages, que je dis on va descendre vers le sol, ou bien quand on fait la centration, je vous dis allez toucher le sol. Je dis toujours physiquement ou vibratoirement. Si vous avez des problèmes au niveau de vertèbres, vous avez un disque qui est en difficulté, un disque invertébral qui est en difficulté, ben vous n'allez pas vous plier en deux pour aller toucher le sol. Parce que là, évidemment, vous pouvez vous créer des problèmes, mais ça, vous auriez la même difficulté juste en vous penchant pour ramasser quelque chose au sol. Le processus d'équilibre est tout en douceur et tout en vibration. Toutefois, évidemment, il est conçu pour que l'énergie circule, pas pour qu'elle soit provoquée, pas pour qu'elle soit poussée, pour que l'énergie circule. Il se peut que s'il y a des endroits dans votre corps où ça n'a pas circulé depuis longtemps, vous ressentiez l'effet de ça. Je vous donne un exemple très concret. Vous allez jouer, vous allez jouer à la balle, vous vous lancez une balle. Et ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas lancé une balle avec quelqu'un. Mais lancer une balle, eh bien, ça ne fait pas de tort physiquement, à moins d'avoir déjà un problème dans l'épaule. Par contre, si ça fait plusieurs années que vous n'avez pas lancé de balle et que vous lancez une balle pendant 1 heure, eh bien, le lendemain, vous allez sentir une douleur. Vous allez sentir une douleur qui peut être musculaire, ou peut-être que vous avez trop forcé, puis vous êtes un peu déplacé l'épaule. Eh bien, la douleur musculaire, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est simplement le fait que le muscle n'a pas bougé, puis là, il se met à bouger. Au niveau du processus d'équilibre énergétique, c'est tellement doux que vous pouvez voir s'il y a des choses en vous, euh, physiques ou énergétiques, qui étaient bloquées. Par exemple, quand on fait l'ouverture, la fusion des trois corps, puis l'intensification de l'état de gratitude envers son corps, son esprit, son âme, il se peut que, consciemment ou inconsciemment, ça éveille des choses en vous et que ça provoque certains malaises. Mais vous savez, il y a des milliers et des milliers de personnes qui font ça chaque jour. Et à l'occasion, quelqu'un me dit comme ça, tu sais, ça m'a fait bouger, mais c'est de très, très courte durée. D'accord? Gisèle nous dit, j'ai une difficulté à ressentir les gens qui sont dans mon dos. Oups. Malgré toutes mes pratiques, je charge mes chakras même avec le soleil dans le dos. Je vais relire ça, Gisèle. J'ai une difficulté à ressentir les gens qui sont dans mon dos. Malgré toutes mes pratiques, je charge mes chakras même avec le soleil dans le dos. J'aurais besoin d'éclaircissement. Quand vous dites les gens qui sont dans votre dos, il y a une expression québécoise, je ne sais pas si on l'utilise en Europe, mais avoir quelqu'un sur notre dos, là, c'est-à-dire quelqu'un qui en a après vous, quelqu'un qui vous pousse ou qui vous aime pas ou qui exige de vous. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Ou si vous parlez de gens que vous transportez. Hein? Quand on dit on a quelqu'un sur les épaules, on transporte des responsabilités. J'ai ma famille sur les épaules, mon conjoint sur les épaules. Alors, il y a deux notions ici qui peuvent... Alors, vous dites que vous avez des difficultés à ressentir les gens qui sont dans mon dos. Ou bien c'est vraiment au niveau très concret, quand il y a des gens derrière vous, vous avez de la difficulté à ressentir. Je charge mes chakras même avec le soleil dans le dos. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une pratique, je ne sais pas si c'est celle-là à laquelle vous faites allusion, il y a une pratique, par exemple, où on peut accueillir les rayons du soleil dans chacun de ces chakras, donc par son intention, afin de stimuler, de nourrir, donc vous dites charger, c'est intéressant, donc de nourrir, parce que les rayons de lumière sont les sources de nourriture originelles, premières et les plus puissantes. Ce sont les seules sources qui peuvent vraiment intensifier
l'énergie qui va circuler et être distribuée par le chakra. Le chakra, c'est une roue d'énergie qui, vous imaginez une roue qui, en circulant, transmet dans chacun des circuits énergétiques l'énergie. Alors, c'est tout comme si vous aviez un carrefour dans une ville, vous savez, un rond-point ou un carrefour, et autour de ce carrefour-là, il y a différentes avenues. Alors, le carrefour permet de circuler et d'emprunter une avenue ou l'autre, comme l'étoile à Paris, par exemple. Donc, ça permet à l'énergie de se redistribuer, comme aux automobiles de se redistribuer. Nos chakras sont en fait des roues. Chakra, ça signifie roue, c'est un mot sanskrit, et roue pour distribuer l'énergie. Alors, souvent, on utilise cette méthode énergétique que je présente aussi dans mon livre qui se nomme Éveiller votre pouvoir de guérison, qui est Audition de l'homme dans la section, attendez, j'oublie toujours le nom de cet éditeur, c'est une édition plus spirituelle des éditions de l'homme. Alors, dans ça, j'en parle, je dis comment vous pouvez visualiser les rayons du soleil qui pénètrent un à un vos centres énergétiques, vos chakras, afin de les stimuler, de les nourrir comme ça. Donc, là, j'aimerais ça que vous me donniez des précisions sur j'ai de la difficulté à ressentir les gens qui sont dans mon dos. Alors, si vous avez la difficulté à sentir qu'il y a quelqu'un derrière vous, c'est un autre niveau que simplement vos chakras. Voyez-vous? Donc, là, j'explique ce que vous dites, mais je n'ai pas de réponse pour vous. J'aimerais ça, Gisèle, que vous me donniez une explication dans ce que vous voulez dire par là. Est-ce que ça vous va? Merci. Véronique nous dit, lorsque je pratique un ancrage, enracinement, je ne ressens pas de connexion à la Terre. Est-ce que l'ancrage se fait quand même? Sinon, comment puis-je ressentir l'ancrage à la Terre? Alors, si l'intention est là, parce que la véritable puissance, c'est dans l'intention. On utilise la visualisation pour s'aider, mais c'est l'intention qui est claire. Si vous voulez vraiment vous connecter à la Terre, même si votre visualisation n'est pas très claire et même si vous n'avez pas la sensation, eh bien, la connexion se fait. Maintenant, si vous voulez augmenter la sensation, vous pourriez par moment, par exemple, faire votre ancrage à la terre, surtout en période estivale, dehors l'été sur la pelouse, là, où il y a la rosée du matin. La rosée du matin, c'est vraiment une particule qui est très énergétique, très énergisante et qui vous permet aussi de sentir une force et de vous connecter avec la Terre. La particule de rosée, elle vous connecte avec l'univers tout entier. Elle vous connecte autant avec le ciel qu'avec la terre. Toutefois, comme elle est très vibrante, ça peut vous permettre de mieux ressentir la terre. C'est vrai que ça dépend souvent où on le fait. Au début, pour augmenter la sensation, pieds nus, dans le sable, sur la terre, sur la pelouse, sur une pierre, sur une grande pierre plate, chaude, par exemple, ou fraîche, comme vous voulez, eh bien, ça va vous donner plus de sensation de la connexion que si vous êtes avec des chaussures dans une maison au 10e étage. Après, une fois qu'on a eu la sensation, eh bien, où qu'on soit, même au 10e, 20e étage, j'ai été dans des hôtels à 50e étage, et puis on peut sentir la connexion avec la Terre. Mais vraiment, des fois, faut imaginer la projection qui pénètre la Terre. Voilà. Ah oui, merci Christine. Christine nous dit, c'est le livre Éveiller votre pouvoir de guérison aux 10 éditions Le Jour, qui est une édition qui est la partie spirituelle des éditions de l'Homme, tant au Québec qu'en Europe. J'attends toujours votre réponse, Gisèle, pour mieux vous répondre. C'est intéressant qu'on utilise des expressions et elles veulent dire quelque chose et je veux bien vous répondre. Alors, sentir les gens qui sont dans votre dos, c'est peut-être ressentir des gens qui sont derrière vous ou des gens qui, euh, quelquefois, des gens qui sont dans votre dos, quelquefois on dit qu'ils vous supportent ou bien qui pressent sur vous. Hein, c'est des choses. Mais la difficulté de sensation peut, au niveau énergétique, être favorisée par votre champ d'énergie. Plus vous augmentez
ou amplifiez votre champ d'énergie, plus vous pouvez ressentir sans toutefois être affecté. J'ai expliqué tout à l'heure que face à une personne qui est en colère, qu'une autre voulait accompagner, sans recevoir le flux de sa colère ou la décharge de colère. Alors, quand on ne veut pas être submergé ou dans les sensations de la colère, de la tristesse ou du poids de quelqu'un, on amplifie et intensifie son champ d'énergie. Qu'est-ce que le champ d'énergie? Le champ d'énergie, c'est le périmètre vibratoire qui nous entoure. C'est le champ qui est aurique aussi, c'est-à-dire le champ de nos auras. Nous sommes une structure énergétique. Hein. Tout mon être est énergétique, que ce soit les os, la peau, que ce soit les fluides, que ce soit les... Un petit peu comme si vous utilisez une cloche. Je cherchais voir si j'avais une cloche autour de moi. Vous savez, une cloche tibétaine, par exemple, ou toute autre cloche, et que vous faites tinter la cloche, eh bien, le son se propage. Vous entendez le son. Et certaines cloches, on les entend très longtemps. Vous savez, comme un verre qu'on fait chanter ou comme un bol tibétain qu'on fait chanter, on peut entendre le son très, très, très longtemps. Alors que d'autres sons sont ding, le son s'arrête immédiatement. Eh bien, c'est un peu la même chose qu'on a avec les ondes. On ne sait pas qu'on est des cloches, c'est pas ça que je veux dire, mais on résonne, on émet, on émane. Et selon la centration, l'équilibre, l'harmonie, la fréquence de notre être, l'état, l'attitude, les pensées, l'ensemble de ce que l'on est s'inscrit dans nos vibrations. C'est comme si je vous disais, ben, tout ce que je suis va teinter les vibrations. Vous voyez, c'est comme un parfum. Si vous créez un parfum, ben, vous allez mettre différents ingrédients dans un parfum, la personne met le parfum sur elle, eh bien les ondes, le parfum que vous sentez, ben, c'est l'ensemble de tous les ingrédients qu'on a mis. Vous me suivez, hein? Eh bien, ben, le parfum, lui, à une certaine distance, vous ne le sentez plus. Hein, c'est comme la cloche, tout à coup, elle s'est arrêtée. Alors, le champ d'énergie, c'est le périmètre autour de vous dans lequel vos vibrations sont les plus fortes, dans lesquelles vos vibrations vont, par exemple, projeter vos intentions, se projeter elles-mêmes, attirer quelque chose vers vous. Voilà. Donc, on peut augmenter ce champ d'énergie et l'intensifier. Quand on l'augmente, notre sensitivité est augmentée, mais non pas notre sensibilité. C'est-à-dire, si j'augmente, je vais mieux sentir que quelqu'un est en colère, mais je vais moins sentir les effets de sa colère. Si je veux accompagner, par exemple, très souvent des gens qui sont en colère, imaginons que c'est un peu votre métier, vous êtes accompagnant, elles sont des colères, bien votre champ d'énergie ample fait en sorte que vous captez quand la personne est en colère, mais sa colère ne vient pas vous submerger, ne vient pas vous envahir. Alors, la même chose, s'il y a une difficulté de ressentir, hein, qui est positive ou négative, l'augmentation du champ d'énergie va vous aider. Et pour ce faire, dans le processus d'équilibre, la fusion des trois corps et le triangle de force. Pour que ça fonctionne bien, je vous suggère de faire tout le processus d'équilibre énergétique. Je suis en train d'en filmer une nouvelle version, justement, à l'extérieur, au lever du soleil, les deux pieds dans la rosée du matin. Ce sera disponible probablement d'ici un mois. Je le mettrai en ligne. Et vous allez voir, ça prend entre 10 et 15 minutes. Quand je le guide, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut que je parle en même temps. Sinon, on le fait dans la tête, ça prend 10 à 15 minutes. Après ça, on peut méditer une quinzaine de minutes. Ça prend une demi-heure le matin et on est prêt pour notre journée. Ariane, mon fils qui est décédé il y a un an a suivi les conseils d'un thérapeute sur lequel il projetait l'image du père qui n'a pas été présent dans son rôle de père. Le thérapeute lui a dit qu'il devait se marier avec ma belle-fille. Un message reçu par l'archange Michael, paraît-il. Ma belle-fille est très probablement une perverse narcissique et mon fils en avait peur, ce qui l'a conduit à la mort. Quelle attitude à avoir par rapport à ce thérapeute de ma part? Est-il vrai que l'archange ait pu donner ce genre de conseils? Est-ce le rôle d'un archange? C'est une question qui est difficile. Vous me mettez en situation. D'abord, il y a une projection
vers le thérapeute, ce qui se produit assez souvent. Une projection, comme vous le dites. Donc, il voit dans le thérapeute son père, et donc, comme son père l'a quitté, il a une grande confiance au thérapeute parce qu'il projette que c'est son père. Alors, il peut y avoir différents types de projections. Il peut même y avoir projection amoureuse sur un thérapeute. Et généralement, le thérapeute, quand il sent qu'il y a une projection, va intervenir, c'est-à-dire souvent va changer le niveau relationnel. J'aimerais peut-être que Christine, qui est à l'écoute, Christine Falaise, que je recommande comme accompagnante psychospirituelle et qui est dans Symphonie aussi, vous allez voir bientôt sa page apparaître. Je me demande si, comme thérapeute, justement, il n'y a pas une proposition des différents ordres thérapeutiques qu'il réfère à une autre personne quand il y a de la projection. Normalement, si par exemple vous êtes thérapeute et qu'il y a une personne d'un autre sexe qui fait une projection vers vous, vous devez être très, très attentif, justement parce que ça crée une influence, un ascendant qui n'est pas juste. Alors, idéalement, quand il y a ça, on doit faire très attention et non pas utiliser cette projection pour orienter la personne. C'est très délicat de la part du thérapeute. Maintenant, vous me parlez de l'archange Michael, il a reçu, le thérapeute reçoit l'archange. Je ne connais pas ce thérapeute. L'archange Michael, c'est effectivement un archange que certaines personnes canalisent, donc font du channeling, reçoivent des messages. Donc, j'ai connu des gens qui recevaient des messages très, très, très lumineux. Généralement, les archanges n'arrivent pas avec des messages aussi précis que tu dois marier telle personne. Maintenant, je ne veux pas aller plus loin dans le processus parce que je ne suis pas placé pour évaluer le thérapeute, je n'ai pas tous les éléments. Et en fait, vous me demandez quelle attitude avoir par rapport à ce thérapeute. De ma part, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez lui écrire, lui parler, lui dire que vous vous sentez mal par rapport à la proposition. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est de ne pas rester avec votre émotion, votre malaise, c'est d'expliquer que vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal, vous sentez que vous n'êtes pas bien avec le fait que votre fils a fait un choix, vous aviez la sensation qu'il faisait de la projection et que ça aurait pu se passer autrement. Alors, c'est important de le dire, de le mentionner. Après ça, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre face à ça. Le rôle d'un archange, souvent dans ce milieu, le rôle de l'archange, c'est d'éclairer une orientation globale des maîtres, d'appuyer des grands enseignements des maîtres, par exemple. Voilà, Ariane, je suis désolé de pas pouvoir aller plus loin. C'est extrêmement délicat pour moi parce que vous me mettez en relation avec peut-être quelqu'un qui est dans le même domaine que moi, bien que je ne fais pas de thérapie. J'essaie de vous aider avec une perspective spirituelle, mais je ne guide pas des gens en thérapie. Véronique me dit grand merci pour votre réponse, d'accord. Une autre question, j'ai la sensation d'une fuite énergétique car je suis vite épuisé dès que je fais quelque chose, que je passe une journée hors de chez moi ou que je voyage. D'où cela peut-il venir? Alors voilà une question aussi qui m'amène à expliquer quelque chose. Dans notre langage courant, on parle de fuite énergétique. On dit, bon, je perds de l'énergie, bon, j'ai gagné de l'énergie, je vais faire le plein d'énergie. C'est un langage populaire, mais qui ne correspond pas à une réalité énergétique. C'est-à-dire que vous êtes une structure énergétique. L'énergie circule en vous et elle circule à une fréquence. À une certaine fréquence, tout fonctionne très bien, tout est correct. À une fréquence plus élevée, tout fonctionne à son maximum. Pas à son maximum en termes d'intensité, mais tout fonctionne parfaitement. Plus votre fréquence est élevée,
plus votre fonctionnement est bon. Lorsque la fréquence diminue, là, le fonctionnement est moins bon. C'est-à-dire que vous avez souvent des impressions de fatigue et ça peut arriver aussi que la fréquence globale est moins bonne, mais ça peut être aussi la fréquence d'un organe. Et à ce moment-là, le rendement de l'organe est moins bon. Je vous explique par une analogie avec une ligne de montage. Vous avez une ligne de montage et vous avez, par exemple, 20 personnes qui travaillent sur cette ligne de montage. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai commencé à travailler, j'étais planificateur de lignes de montage et dans les grandes compagnies internationales. Beaucoup de choses, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts depuis. Or, imaginons qu'il y a 20 personnes. Alors, si un jour, par exemple, c'est une fête et tout le monde sur la ligne de montage à la fin de la journée, ils vont festoyer un petit peu trop le lendemain matin. Tout le monde est un peu fatigué. Alors, la production, pardonnez-moi, la production s'en ressent. Si habituellement, ils faisaient, par exemple, une quantité de 100 produits dans la journée, il se peut que là, ils fassent leur 100, mais ils soient tous épuisés à la fin de la journée, ou bien ils ralentissent le rythme, puis ils en font juste 80. Le rythme vibratoire a diminué. Et si en plus, il y en a un ou deux qui ne rentrent pas parce qu'ils sont restés à la maison, ben, ça diminue. C'est un peu la même chose pour vous. C'est-à-dire qu'il y a certaines causes qui font en sorte que votre rythme vibratoire diminue. Le rythme vibratoire global de l'être va faire en sorte que vous pouvez sentir des fatigues. Ou bien, c'est au niveau du système nerveux. Lorsque le système nerveux, central ou périphérique, vit une baisse de fréquence, eh bien, vous vous sentez fatigué. De la même façon, si votre système circulatoire a une baisse de fréquence, si un organe comme l'estomac a une baisse de fréquence, eh bien, vous vous sentez fatigué. Imaginons, par exemple, pour que vous compreniez bien, que vous avez eu énormément d'inquiétudes depuis quelques jours, mais vraiment des inquiétudes. Votre fille ne rentrait pas tard le soir, vous étiez plus qu'inquiète. Votre garçon faisait des choix sans vous dire quoi. Vous aviez des inquiétudes importantes. Ce qui a fait en sorte vraiment de affecter votre foie physiquement et donc a créé une baisse de rythme vibratoire au niveau des cellules du foie. Alors, peut-être que vous avez senti que le foie s'engorgeait, mais vous avez senti aussi alors une fatigue plus grande. Parce que si le sang n'est pas bien filtré, il y a une fatigue. Si la même chose pour la digestion. S'il ne se fait pas bien, il y avait une fatigue. La plupart des systèmes, lorsqu'ils ont une baisse de régime, lorsqu'ils ne fonctionnent pas au niveau normal, naturel, eh bien, ça crée de la fatigue. Ça, c'est la première raison, Véronique. Il y a une autre raison aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que tout va plus vite depuis déjà plusieurs années. En fait, l'énergie ambiante va plus vite. Le rythme vibratoire, la fréquence de l'énergie autour de nous, ça va plus vite. Ce qui fait qu'on a l'impression que, d'une part, on a moins de temps pour faire les choses, et ce qui est une réalité, c'est-à-dire chaque heure se déroule plus vite, chaque minute se déroule plus vite, et donc les gens s'activent davantage pour faire ce qu'ils faisaient avant, et donc ça demande plus d'intensité et on est plus fatigué. D'autre part, cette fréquence qui s'élève provoque des mutations. Le corps humain est en mutation. Il y a des changements qui s'opèrent au niveau de l'ADN, au niveau des glandes. Or, quand il y a des changements qui s'opèrent, même si c'est pour le mieux, il n'en demeure pas moins que lorsque c'est vécu, ben, ça affecte l'organe en question. Par exemple, si vous avez une transformation de la glande hypophyse qui va vous permettre de connecter plus facilement avec la connaissance subtile, par exemple, je donne un moi, eh bien, il y a de la poussière partout et vous continuez à vivre dans la maison. Évidemment, vous êtes plus fatigué à la fin de la journée, il y a de la poussière, vous ne pouvez pas fonctionner comme vous voulez. C'est épuisant, c'est fatigant, c'est énervant et vous avez hâte que ça finisse. Mais une fois que c'est fini, vous avez une nouvelle cuisine qui facilite énormément votre travail et c'est fantastique. Sauf que
il y a eu une période où c'était plus difficile. Alors, en général, les humains vivent une période difficile où il y a beaucoup de fatigue. Alors, ça, c'est des sources différentes que je vous donne en plus. Ben, s'il y a un organe qui est affecté, ben, ça peut créer de la fatigue. C'est important, lorsqu'il y a de la fatigue, d'essayer d'observer. D'abord, reposez-vous. Ça demande plus de repos, du repos physique, mais aussi du repos psychique, vous détendre au niveau émotionnel, du un repos d'ordre mental. Il faut arrêter de penser à un moment donné parce que ça sollicite énormément. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de se reposer avant d'aller dormir, se détendre avant d'aller dormir. Alors, souvent les gens vont dire: «Ah, je suis fatigué, je vais dormir». Prends le temps peut-être de t'asseoir, juste sans penser, peut-être écouter de la musique, prendre une marche tout doucement en imaginant que ton corps se détend, se repose. Avant d'aller dormir, vous allez avoir un meilleur sommeil. Alors, vous voyez, Véronique, en fait, je soulève quelques sources. Il suffit, par exemple, que, il y ait des toxines qui circulent dans votre sang et que vous vous sentiez fatigué. Alors, si, par exemple, il y a eu des moments où il y a eu plusieurs colères, eh bien, ça génère des toxines dans le sang. Alors, il se peut aussi que si vous faites une cure et que ça fatigue. Quand vous faites une cure, vous faites un jeûne, ben, ça provoque des fatigues. Il faut changer un peu l'intensité de ces activités. Il y a donc une multitude de sources à la fatigue, et la fatigue est quand même un signal. Le premier signal, c'est de se reposer, et si le repos ne suffit pas, alors on peut investiguer en observant. On peut aussi, ce que je vous propose, c'est de faire un autre, une autre intériorisation que je vous offre, qui est toujours dans symphonie.life, qui est le dialogue avec les cellules. Le dialogue avec les cellules, c'est un moment d'intériorisation dans lequel on va écouter le corps et demander au corps qu'est-ce qu'on doit comprendre d'un malaise ou d'un malfonctionnement. Ici, on peut, qu'est-ce que la fatigue veut me faire comprendre? Alors, souvent, le corps va pas dire nécessairement directement voici la source, mais va vous dire la source psychique, par exemple. Le moment est venu de faire des changements au niveau de ton attachement ou de la prise en charge de telle personne parce que ça pèse sur toi et ça crée des fatigues, par exemple. Vous voyez? Voilà, c'est une question importante. Je fais des longues réponses, mais je pense que ça peut servir d'autres personnes que Véronique, parce que c'est des questions globales. J'ai ici Christine qui nous répond par rapport à le transfert, la projection. Le transfert en psychologie et en psychanalyse est un élément important de la relation thérapeutique. On parle ici du transfert de la projection d'un homme vers son thérapeute qu'il voyait comme son père et thérapeute qui lui a suggéré de marier la femme avec qui il était, je crois. Il s'agit d'une projection des émotions et des sentiments du patient sur son thérapeute. Il s'oppose au contre-transfert que le thérapeute ressent envers le patient. Ce contre-transfert doit être réduit au minimum. Il y a énormément de littérature sur ce sujet. Ça fait partie du rôle du thérapeute d'observer comment cela se joue en lui-même. Il a lui-même, au besoin, consulter ou se faire superviser par un autre thérapeute pour éclaircir tout ce processus en lui s'il ne le sent pas clair afin de voir quel est le regard juste, l'action juste, l'expression juste à adopter face à ce client. Voilà en très bref ce dont il est question. Merci Christine de nous faire part de ça. Alors je disais peut-être qu'il peut même demander qu'un autre thérapeute continue à sa place. Mais ce que nous dit Christine, c'est super intéressant. Elle nous dit, on peut demander l'avis d'un autre thérapeute qui est complètement à l'extérieur de la situation quant à ce qu'il va suggérer à son consultant. Alors, c'est très important, c'est très clair ce que tu nous transmets, Christine, et je pense que ça peut aider. Qui est-ce qui nous pose la question? C'est, j'ai oublié, Louis, je pense. Non? Non, Louise a une question ici. Je m'excuse, Louise, je vous ai surpassé. J'ai une amie qui a un problème d'obésité morbide. Elle me demande de l'aide. Je l'appuie du mieux que je peux, mais je sais qu'elle ment. Elle n'est pas honnête. Comment composer avec ça? Alors, c'est une situation délicate. Euh, on est, quand on est des amis, de vrais amis, parce qu'on utilise souvent le terme ami et sans être nécessairement des amis profonds. Alors,
moi, je fais des distinctions parce que ça change vraiment le niveau d'intervention. On peut être des copines, on se voit à l'occasion, on se parle de où on va souvent au cinéma, on va souvent au théâtre ensemble. Et ça, pour moi, c'est des camarades, des copines. Mais lorsque on est plus transparent l'une avec l'autre, alors là, on a un rôle comme ami. Il y a une relation qui se développe avec de l'amour pur. C'est pas de l'amour, oui, affectif, dans le sens qu'on s'aime bien, mais une forme d'amour et on veut le meilleur pour l'autre. On veut favoriser vraiment l'évolution de l'autre. Alors, si vous sentez que votre ami ment, c'est intéressant de lui dire, j'ai la sensation que tu te mens à toi-même, j'ai la sensation que tu me mens, si tu veux que je puisse t'aider, on sera franche l'une avec l'autre. On est des miroirs l'une de l'autre, on se reflète les choses, on s'aide mutuellement. Il y a moyen de dire ça de façon sympathique, c'est ça que je veux vous dire. Si tu dis, ben, tu mens, franchement, ça n'a pas de sens, ben, c'est provoquant pour l'autre. Mais si vous dites, ah, j'ai l'impression que la vérité n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est vrai, je comprends quelquefois qu'on puisse avoir peur de dire les choses, mais entre nous, si on est des vrais amis, si je veux t'aider, j'ai vraiment besoin qu'il y ait la vérité et tout ça. Donc, il y a une façon de se parler parce que tant que vous avez l'impression qu'elle vous ment, j'ai eu cette expérience-là aussi avec un ami assez cher qui me mentait, je le savais quand il mentait, et je voyais la problématique en arrière, pourquoi il faisait ça. Et c'est aussi ennuyant parce que on peut pas aider l'ami complètement parce que s'il ment, c'est qu'il y a des choses qu'il ne veut pas dire, il y a des espaces dans lesquels il ne veut pas aller, qui sont souvent les espaces importants. Alors, donc vous pouvez aider cette personne en tant qu'ami. L'ami est un miroir de l'autre. C'est important entre amis de se dire les choses, de se les dire avec bienveillance, avec délicatesse, avec tendresse, avec respect, de telle sorte que on ne va pas brusquer l'autre, mais en même temps, on va pas mettre toujours des gants blancs jusque-là, parce qu'on est des amis, mais on peut se parler. Alors, la première chose que je vous dirais d'abord, c'est soyons honnêtes entre nous, disons la vérité, pour que vous puissiez l'aider à partir de votre vécu. La deuxième chose, eh bien, est-ce que, Louise, est-ce que vous avez envie de l'aider vraiment au niveau de son problème? Vous pouvez avoir envie qu'elle soit bien, etc. Mais peut-être que son problème vous dépasse. Peut-être que vous sentez que vous n'avez pas les compétences pour l'aider. Vous, vous savez, à ce niveau-là, il y a vraiment des thérapeutes dans le domaine de la santé, santé physique, santé psychologique, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en jeu. Et après ça, il y a beaucoup de pratiques. Souvent, quand l'accompagnement d'une personne comme ça, c'est de, on essaie de mettre quelque chose en place une semaine, la semaine suivante, on fait un retour. Quelquefois, on s'aperçoit qu'on a reculé, on fait un autre exercice. Donc, il y a des gens qui sont vraiment des professionnels qui vont connaître toute une foule d'exercices, de pratiques, qui vont aider la personne. Et ils vont détecter aussi, comme vous l'avez fait, le mensonge. Et ils vont circuler à travers ça. Maintenant, c'est délicat. Essayez de voir d'abord si vous pensez que vous avez les expériences, je ne sais pas qui vous êtes, les expériences et la pratique pour le faire, mais vous pouvez l'aider au niveau de votre affection, de votre amour, de votre lumière. Hein, vous pouvez toujours dire à la personne, tiens, je veux t'aider, je suis là, je veux t'encourager comme une amie, je sais que tu peux y arriver. Vous pouvez faire des pratiques ensemble, tu dis, OK, on va essayer ça ensemble. Et en même temps, vous n'avez pas à mettre ses objectifs comme étant vos objectifs. Ce qui est très important, c'est quand elle ne réussit pas quelque chose que vous ne voyez pas, vous, un échec pour vous, un échec dans votre amitié. Quelqu'un qui vit ce type de problème, ben, le vit comme un problème. Donc, ça lui appartient. Et par amour, par amitié, vous pouvez l'aider, mais vous ne pouvez pas faire pour elle. Ça, c'est très important. Alors, peut-être qu'elle a besoin d'un ou d'une accompagnante
Et vous, vous allez l'aider à votre façon. Vous allez l'aider. Vous pouvez lui demander quel exercice il t'a donné cette semaine ou l'accompagnante t'a donné. Et vous pouvez l'aider avec un appel une journée, on se voit l'autre journée, comment ça a été par rapport à l'exercice, etc. Vous pouvez lui rappeler, etc. Ça dépend aussi jusqu'à quel point vous voulez vous investir. À ce niveau, c'est pour aider vraiment à fond, c'est un investissement important, hein, parce que vous savez que il faut voir jusqu'à quel point l'obésité est associée à des sources physiques, et ces sources physiques ont des sources psychologiques, et ces sources psychologiques, je ne sais pas si vous les savez, mais il peut y en avoir plusieurs aussi. Il y a des sources hormonales aussi. Alors, c'est un sujet qui est complexe. On ne met pas en doute votre bonne foi, votre amitié, votre amour, l'aide que vous pouvez lui donner. Je pense que ça peut être intéressant que la personne ait une thérapeute et que vous l'aidiez à suivre les suggestions de la thérapeute. Véronique nous dit, vous m'ouvrez les horizons de réflexion concernant la fatigue que je n'avais pas envisagée. Je culpabilise de cet épuisement chronique. Ah voilà, ça c'est intéressant. La culpabilité peut aussi générer de la fatigue. La culpabilité, c'est comme un poids que vous posez sur vos épaules. Vous imaginez, vous mettiez deux morceaux ou un gros sac avec 20 kilos sur vos épaules que vous transportez continuellement. Ben, c'est ça la culpabilité. Alors, la culpabilité envers vous-même, alors déposez-la parce que ça ne vous aide pas. Je vous donne un exemple. Je pense que tout le monde a déjà essayé un jour une diète alimentaire, je parle. C'est-à-dire donc suivi un modèle. Et peut-être que tout le monde a exploré ou a expérimenté le fait de tricher le modèle. Quand quelqu'un se fait une diète, même si elle n'en parle à personne, lorsqu'elle triche, elle a une petite culpabilité. Et quand elle a cette petite culpabilité, tôt ou tard, elle abandonne la diète. Eh bien, je me suis rendu compte que quand quelqu'un se culpabilise de quelque chose, il va abandonner un autre aspect. C'est-à-dire, il va abandonner l'environnement qui lui génère la culpabilité. Excusez-moi. Donc, c'est vraiment intéressant. L'idée, c'est pas de ne pas être responsable de soi. C'est pas de dire je suis pas responsable, je me fous de tout. Là. Il y a une différence entre je me prends en main, je suis responsable, pas responsable dans le sens de coupable. Je suis responsable, c'est moi qui fais les choix. Mais je me tape pas sur la tête, je me prends pas la tête. J'avance. Il y a l'histoire d'un gars, à un moment donné, qui transportait justement un lourd poids sur ses épaules et qui a chuté 3 fois, mais à chaque fois, il s'est relevé pour continuer. Vous connaissez peut-être cette histoire. Eh bien, quelquefois, on rencontre des situations difficiles et on chute et on se relève. Si on culpabilise en se relevant, ça va être plus dur de se relever. On a chuté, il y a des raisons, on se relève. Voilà. Sophie nous dit, il y a des cours de communication non violente sérieuses sans que ça nous coûte une fortune. La seule place que je connaisse coûte une petite fortune. Eh bien, oui, la communication non violente qui a été développée par un Américain dont le nom m'échappe, mais qui en français a été beaucoup publicisée ou transmise par Thomas d'Ansembourg. Thomas d'Ansembourg, qui est un grand ami à moi, qui est belge, mais qui enseigne partout dans le monde. Alors, et puis là, lui, il a formé beaucoup de thérapeutes à la communication non violente. Donc, il y en a au Québec, il y en a en Europe. Et est-ce que ça coûte vraiment une fortune? Écoutez, Sophie, je sais pas, je n'ai jamais été vérifié ce que ça voulait dire. Quelquefois, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une conférence qui couvrait là, un sujet. Donc, la conférence coûtait peut-être 15 ou 20 dollars et ça donnait, sans être toute la formation,
ça donnait quand même une perspective très, très, très aidante. Il y a aussi des fois un atelier d'une journée. Alors, c'est pas une formation d'1 année, 2 années, 3 années. C'est une journée, mais qui permet vraiment des choses importantes. Par exemple, je sais que Thomas va faire des séminaires, des fois un week-end, sur la communication non violente dans une certaine perspective. Par exemple, dans la relation père-fils, ou bien dans la relation conjoint-conjointe, ou bien, vous voyez ce que je veux dire. Donc, là, je pense qu'il y a moyen de vraiment ouvrir sans que ça coûte une fortune. Et ça, c'est important. Quelquefois, on n'a pas besoin de devenir maître dans un domaine pour en être inspiré. Si, par exemple, je vous dis, tiens, je peux faire une formation en, en énergie, ça va prendre 2 années et ça va coûter plusieurs milliers de dollars. Je peux aussi vous dire, tiens, vous savez, il y a le processus d'équilibre énergétique qui est gratuit. Et ça va quand même vous éveiller de façon importante à l'énergie. Et au niveau des soins, vous avez le dialogue avec les cellules. Donc, ce que je veux vous dire par là, entre la formation qui est très chère et une ouverture, quelquefois en une conférence, une journée ou un week-end qui est beaucoup moins cher, plus accessible, sur un thème pointu qui vous intéresse, peut vous éveiller, vous donner des ressources qui vont vraiment vous aider. Alors Louise nous dit, je parlais de mon partenaire, nous ne restons pas plus de 3 jours par semaine. Ah oui, je comprends. Alors là, vous me parliez de la codépendance entre les deux, hein. Louise nous dit, est-ce que faire les ancrages ou le triangle de force sans y faire les gestes seulement dans ma pensée, est-ce aussi efficace? Oui, si c'est dans le senti. En fait, les gestes favorisent un état expansif, favorisent l'ouverture. Quand on fait les gestes, ça augmente la sensation de ce qu'on fait. Par contre, on peut le faire totalement intérieurement et que ce soit tout aussi efficace. Par exemple, j'ai vu des gens qui faisaient les gestes, mais qui le faisaient par habitude de façon tellement mécanique que je me disais, je suis pas sûr qu'il se passe quelque chose. Alors que d'autres personnes faisaient intérieurement et étaient si connectées à leurs intentions et ce qu'elles faisaient que c'était splendide. Donc, les gestes sont là pour supporter des intentions, pour favoriser la centration. Mais quelquefois, ils peuvent faire en sorte que ça devient automatique et là, c'est pas si intéressant. Voilà. Bon, Sophie, ça va? Je viens de le trouver. Très bien. Alors, je ne sais pas, Thomas, je ne sais pas s'il vient encore au Québec, probablement pour des conférences, mais il y a d'autres personnes que lui-même a formées et qui sont très, très efficaces à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que notre temps s'achève. Il est déjà 13h40 et j'ai passé un merveilleux moment avec vous. J'espère que j'ai pu vous donner des pistes. Est-ce que j'ai passé une question? J'ai craint d'être observé. Je passe pour une personne bizarre par mes voisins. Ah oui, Louis, j'ai oublié ce. euh, ah oui, vous passez pour une personne bizarre pour les voisins. Eh bien, avec un grand sourire, je vais vous dire, en fait, c'est vos voisins qui sont un peu bizarres parce que en l'an 2022, les différentes pratiques tai chi, qigong, mouvements énergétiques sont tellement répandus sur la planète que si pour un être humain c'est bizarre, eh bien peut-être que c'est lui qui est bizarre. C'est lui qui est bizarre parce que la pratique, quelqu'un qui ne connaît pas ça, ben, le processus d'équilibre énergétique, il peut facilement confondre avec le Qigong ou toute forme de yoga, même si ce n'est pas la même chose parce que c'est des mouvements. Alors, ne vous limitez pas pour ça, mais si vous choisissez de le faire, par exemple, quelquefois on est dans le métro, c'est bondé, puis on s'est dit on n'a pas eu le temps de faire notre processus, on veut le faire, on ferme ses yeux et on le fait.
quelquefois vous êtes épuisé, vous prenez place sur une chaise. J'ai guidé une multitude de gens qui étaient très affectés par le cancer et qui n'avaient plus de force. Et puis ces gens-là s'assoyaient, ils le faisaient intérieurement et ça les aidait énormément. Donc, ça va maintenant. N'ayez pas peur du regard des autres parce que quand j'ai commencé à parler de l'énergie, ça fait, oh, ça va pas me rajeunir, ça va faire au moins 40 ans. Et je faisais des conférences sur qu'est-ce que l'énergie, tout ça. Et pour des gens, c'était vraiment bizarre, les soins énergétiques et tout ça. Aujourd'hui, vous savez, le Reiki a fait le tour du monde et il y a des gens qui sont pas du tout dans des environnements très énergétiques, encore moins spirituels, qui ont suivi des cours de Reiki. Euh, c'est devenu vraiment monnaie courante. On en voit même des fois dans des films, dans des séries télévisées où la personne dit tiens, je vais faire mon, je vais faire mon rituel. Alors, Louise, ne vous en faites pas pour ça. Ah oui, je comprends, Louise. Vous dites, vous demandez à votre partenaire de téléphoner avant de venir à la maison car je ne veux pas être codépendante et je désire le faire avec la paix. Bah oui, je comprends maintenant votre phrase. Que je ne sais pas pourquoi vous demandiez de téléphoner. Ben, expliquez-lui, comme je vous l'ai dit, je vais parler d'un message. Expliquez-vous. Expliquez à partir de vous et ça va aider. Voilà. Ben, je termine avec ça. Merci Louise d'avoir été là, très, très présente depuis le début et toutes les autres. J'ai vécu un très beau moment avec vous. J'espère que les réponses aux unes et aux autres ont vraiment favorisé tout le monde. C'est d'avoir un propos qui apporte des éclairages, qui ouvre des pistes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, 18h30 en Europe, 12h30 au Québec, pour Rendez-vous avec Pierre Lessard, et c'est précédé de Unis pour l'humanité. Voilà. Alors, merci à Christine Falaise qui était là, qui répondait aussi à mes questions, qui nous a aidés par rapport à une question sur la projection, le transfert. Et puis, merci à Joanne qui facilite les connexions quand ça se passe pas bien pour vous. Merci à Isabelle pour toute cette vision qu'elle a eue, qui a pensé, qui a eu cette inspiration qu'on fasse Unis pour l'humanité et ses rendez-vous avec Pierre Lessard. Donc, comme vous voyez, on est très bien entouré et il y a des gens qui vont se joindre à nous là dans les 2-3 prochaines semaines. Vous allez voir Justine, Christine, des personnes qui sont des accompagnantes qui vont se joindre à nous. Christine pour l'accompagnement psychospirituel, qui est aussi musicienne. Et vous allez voir Justine qui fait l'accompagnement à la naissance, l'accompagnement dans tout le processus de la grossesse, avant, pendant l'accouchement et après. Donc, de très, très belles personnes. Je vous souhaite une magnifique semaine et à très bientôt. Au revoir. Je vous mets la vidéo de symphonie.